Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à un poème d'Allen Ginsberg nommé Howl. Le poème a été écrit en 1955 pour être récité lors de la lecture publique à la Six Gallery à San Francisco. Il a été ensuite publié par le poète Lawrence Ferlinghetti chez City Lights Books. Le poème a été qualifié d'obscène. Ferlinghetti et Sig Murao, respectivement cofondateurs et directeurs de la librairie, furent arrêtés et inculpés pour la publication. Le 3 octobre 1957, le juge Clayton W. Horn rendit un arrêt affirmant le contraire, ce qui permit à ce poème de continuer à être diffusé et de devenir le poème le plus réputé de la Beat Generation. Ginsberg commence son poème avec les vers suivants. J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques, nus, se traînant à l'aube dans les rues nègres à la recherche d'une furieuse piqûre. On pourrait se dire que si les plus grands esprits ont une vie si dépravée, les esprits de plus petite importance doivent avoir une vie encore plus dépravée. La chose est à prendre à l'envers. Seuls les plus grands esprits de sa génération sont détruits par la folie, et etc. Les esprits les plus faibles, eux, ne sont pas touchés par la folie, car ils sont moins sensibles à certaines choses. Ils arrivent à se cadrer à la vie que la société leur impose. Ce poème est déstructuré, car il n'y a pas de rime, il n'y a pas de métrique, il y a des strophes qui sont plus ou moins longues. Il y a également un problème vis-à-vis de la ponctuation. Il y a très peu de points, les respirations se font au moment des virgules et des points d'exclamation. Le poème est écrit en vers libre. En même temps, le poème est structuré. Il y a 3 ou 4 parties selon les éditions. Chaque partie a un thème. Il y a également des répétitions avec par exemple les mots qui, Moloch, je suis avec toi à Rockland et sacré. Dans la partie 1, nous avons le portrait des grands esprits de sa génération. On peut deviner qu'il doit parler de ses amis de la Beat Generation. Ginsberg parle d'esprit et non de corps, ce qui sous-entend que la différence n'est pas matérielle, mais spirituelle. Sans même lire la suite du poème, on sait que Ginsberg pense qu'il existe 2 groupes à qui on pour signe distinctif une différence dans la mentalité. Ginsberg nous donne de ces esprits une description très longue, où à chaque strophe correspond une scène. Ces esprits sont tellement complexes qu'un seul paragraphe ne peut pas les contenir, il en faut une myriade. Ces strophes sont toutes différentes, que ce soit au niveau de la forme ou au niveau du fond, ce qui donne l'air de passer du coq à l'âne. On pourrait croire que ce poème est l'œuvre d'une personne droguée ou d'un fou, mais le texte contient trop de références, trop de lieux, trop de descriptions pour qu'un esprit instable ait pu l'écrire. Tout en étant différentes, les strophes ont des ressemblances. La plupart commencent par le mot « qui ». Elles ont en commun qu'elles décrivent le même groupe de personnes et ces images surréalistes donnent toute une impression de malaise. C'est comme une accumulation de photographies qui donnerait une autre grosse photographie. Ces strophes sont un plaidoyer pour la non-conformité, pour la liberté sexuelle quelle que soit son orientation, pour la liberté de culte. Nous avons ici un mix de références juives, christianistes, paganistes et islamiques. C'est également un plaidoyer pour la liberté d'état d'esprit. Ainsi, les personnes dans ces strophes sont des fois joyeuses et quelquefois elles pleurent. Ces strophes sont également une critique du matérialisme, du militarisme, du consumérisme, de la violence des villes qui paraissent monstrueuses à la vue et à l'ouïe, et de la vie lambda d'un citoyen lambda. Au fil des strophes, on se rend compte que ce citoyen quelconque n'a pas choisi son mode de vie, mais que, tel un monstre, il s'est imposé à lui. Les strophes mises les unes après les autres donnent cette impression d'une vie à 1000 à l'heure, au-delà des limites qui est imposée à cette époque, et au-delà même de l'imagination. Autrement dit, il s'agit d'un mode de vie d'une tête brûlée, dont l'auteur lui-même fait référence avec les mots « tête d'ange brûlant pour une liaison céleste ancienne ». Cette première partie donne une double impression contradictoire. Elle donne la sensation étrange d'un choix.
Les beatniks ont choisi ce mode de vie par rapport à une vie type classe moyenne. Et en même temps, on a l'association d'une exclusion. Ils sont comme ça car ils n'ont pas eu le choix. Il n'y avait rien d'autre pour eux. Dans la seconde partie, Ginsberg dit l'identité du coupable qui a conduit à la folie les grands esprits de sa génération. C'est Moloch. Il répète son nom 39 fois. Il y a une multitude de points d'exclamation, si bien qu'on ne sait pas s'ils sont là car Ginsberg s'adresse à Moloch, ou bien s'ils sont là parce que Ginsberg essaie de faire prendre conscience aux personnes devenues aveugles de qui est le coupable. Cette répétition n'a rien de naturel. On dirait que Ginsberg doit sans cesse répéter sa vérité car elle s'efface au contact de Moloch. Moloch peut être vu comme le monstre à qui on offrait des sacrifices d'enfants, mais Moloch peut être vu aussi comme un ensemble d'institutions, d'entreprises, de centres de soins, de valeurs, d'idéologies de l'américain moyen et conservateur. Tout ceci forme un monstre immense, solide, aveugle et sans amour. Il juge constamment les hommes. Ce sont les hommes obéissant à Moloch qui sont dans la prison, qui est représentée par Moloch lui-même. Dans une prison, le parterre, qui peut représenter les idées, est délimité et a une forme géométrique bien précise. La prison est également un endroit où la personne, une fois à l'intérieur, ne peut pas en sortir. C'est une sorte de monde à l'envers. Les gens qui font ce que Moloch veut qu'ils fassent ne reçoivent pas de récompense, mais ont une punition. Moloch ne permet qu'une vision du monde délimitée. Il y a par exemple les mots vision, augure, hallucination, miracle, extase, disparus dans le cours d'eau du fleuve américain. Ou encore les mots quel sphinx de ciment et d'aluminium a défoncé leur crâne et dévoré leur cervelle et leur imagination. La partie 3 est adressée à Carl Solomon, qui est d'ailleurs la personne à qui Ginsberg a dédicacé le poème. Il lui dit 19 fois qu'il est avec lui à Rockland. Les répétitions dans la première partie montraient une dispersion, celle de la seconde partie montrait de l'accusation. Au contraire, ici, la répétition est synonyme de soutien. Rockland serait l'hôpital psychiatrique de Greystone Park dans lequel Ginsberg a été interné en 1949 avec Karl. Par ailleurs, les nombreux termes médicaux tels que infirmière, camisole de force, 50 électrochocs, médecin désignent bien que Rockland est un hôpital psychiatrique. Karl est érigé en héros, mais c'est un héros incompris. C'est également une victime incomprise, car lui aussi est passé sous le rouleau compresseur de Moloch. Il est censé être soigné, mais on devine bien qu'il ne le sera pas. On peut voir 3 étapes dans cette partie. Dans l'étape 1, Ginsberg va vers Karl. Dans l'étape 2, Karl et Ginsberg font des choses ensemble. Nous avons par exemple les mots « nous nous réveillons électrifiés ». Il y a également « nous embrassons et caressons les États-Unis ». À force de dire qu'il est avec lui, le tu devient un nous. Dans l'étape 3, Karl va à lui. C'est le cas dans les mots « Dans mes rêves, tu marches ruisselant d'un voyage en mer sur l'autoroute à travers l'Amérique en pleurs à la porte de mon cottage dans la nuit occidentale. » Cette partie est un appel à la solidarité entre tous ceux qui se sentent en contradiction avec cette société molochisée. Le poète parle d'un lien entre l'auteur et Karl, mais c'est aussi un lien qui pourrait exister entre tous ceux qui se sentent déroutés par l'Amérique des années 1950. Au lieu d'avoir un tableau pour chaque personne comme dans la première partie du poème, la création de liens pourrait former un poème beaucoup plus uni, où tous pourraient apparaître dans la même strophe. La 4e partie correspond à une note de bas de page. Ginsberg dit que tout est sacré en ce monde, que ce soit des parties du corps, des personnes, des objets, des éléments de la nature ou encore des concepts.
J'ai vu les plus grands esprits de ma génération détruits par la folie, affamés, hystériques, nus, se traînant à l'aube dans les rues nègres à la recherche d'une furieuse piqûre, initiés à tête d'ange brûlant pour la liaison céleste ancienne avec la dynamo étoilée dans la mécanique nocturne, qui la pauvreté et haillons et œil creux et défoncés restèrent debout, fumant dans l'obscurité surnaturelle des chambres bon marché flottant par-dessus le sommet des villes en contemplant du jazz.